5, 4, 3, 2, 1, end of test. Houston, contact Honeysuckle. Roger. Okay, we checked all 4 systems and you go on. Honeysuckle, Gunner, boy, cross that one. Boy, Honeysuckle. Honeysuckle, this is Houston, contact. I know it's early, for you minus 45. Use the port quick corrosion check this time. Dusty can, also second. Roger, I'll come at you right now. I'll count to 5, back down again. Second. Eh bien ça y est, nous sommes en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue une nouvelle fois pendant ces vacances au Planétarium, alors virtuellement de Nantes bien sûr. Nous ne sommes pas encore en mesure de vous accueillir, comme vous le savez certainement, puisque d'une part, comme tous les établissements culturels, malheureusement en ce moment nous sommes fermés, et puis en plus de cela, donc nous sommes en plein travaux. On espère pouvoir vous réaccueillir physiquement de nouveau, on va dire aux portes de cet été. Voilà, donc affaire à suivre pour le moment. En tout cas, pour aujourd'hui, eh bien, je suis ravi de vous accueillir. Alors peut-être pour la première fois, peut-être de nouveau, et on sera avec Daniel qui va apparaître en bas de l'écran dans quelques secondes. Et Daniel qui va nous parler aujourd'hui. Voilà, bonjour Daniel, bonjour à toi. Qui va nous parler donc des planètes, du système solaire, peut-être pas dans son ensemble, mais du point de vue planétaire en tout cas. Donc on va voir avec lui déjà se remémorer le nombre de planètes, leur nom peut-être aussi
pour les plus jeunes. Et puis, on verra un petit peu les conditions qu'il y a sur toutes ces planètes. Il y en a une qui est à l'honneur en ce moment, c'est plutôt la planète Mars. Vous en avez forcément entendu parler puisque plusieurs sondes se sont mis à tourner autour de la planète. Un robot s'est même posé physiquement sur le sol martien. Voilà, on a fait hier justement une séance à ce sujet. Donc, on va se concentrer sur les autres planètes également. Je vais laisser la parole à Daniel dans quelques secondes, parce qu'il est impatient, il est en train de jongler avec les planètes, là vous voyez. C'est juste le temps pour moi de vous rappeler un petit peu comment cette plateforme sur laquelle vous nous observez fonctionne. Donc je rappelle, première chose, que tout est totalement anonyme de votre côté, puisque vous nous voyez, mais nous ne vous voyons pas, hein, bien évidemment. C'est sur ce principe-là que l'on fonctionne. Alors vous avez sur la droite de votre écran, vous avez deux onglets. Vous avez un onglet qui s'appelle Questions. Alors dans cet onglet-là, vous allez pouvoir nous poser les questions que vous souhaitez. Je serai là pour y répondre par écrit dans la majorité des cas. Puis de temps en temps, on interrompra Daniel pour poser vos éventuelles questions en direct pour que tout le monde puisse en profiter. Mais dans la majeure partie du temps, ce sera moi qui y répondrai par écrit. Alors soyez bien précis sur les questions que vous allez nous poser. Je m'adresse notamment aux adultes qui ont peut-être des enfants avec eux. Si vous retranscrivez les questions de vos enfants, mettez-nous entre parenthèses l'âge de l'enfant en question. C'est très important pour nous parce que ça nous aiguille quant à la manière dont nous allons répondre. On va pas parler de la même manière sur un même sujet à un enfant de 5 ans plutôt qu'à un adulte forcément. Donc si vous êtes adulte, vous mettez simplement adulte, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de connaître votre âge. Et puis également, une dernière petite précision sur les questions. Posez bien des questions en lien avec le sujet, puisque vous êtes très nombreuses et très nombreux à nous suivre. Et donc du coup forcément on n'aura pas le temps de parler des trous noirs alors que le sujet du jour ça va être les planètes du système solaire. Voilà, donc essayez bien de garder vos questions en lien direct avec le sujet du jour et puis ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas tout de suite de réponse parce que forcément il nous faut le temps de répondre à chacune et chacun d'entre vous. Deuxième onglet, c'est l'onglet sondage. Alors dans l'onglet sondage, vous allez pouvoir aller faire un petit tour. D'ailleurs, je vous invite à y aller. C'est ici que nous allons mettre des questions à votre attention. Donc du coup, ce sera sous forme de petits quiz, de petits jeux de temps en temps. Les deux premières que je vais vous donner, rien à voir avec un petit jeu ou un petit quiz, c'est simplement pour nos petites statistiques à nous. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, nous, on ne sait pas qui est derrière l'écran, qui nous regarde. Donc pour en savoir un tout petit peu plus sur vous, mais je le précise encore une fois, tout est anonyme, bien évidemment. C'est de savoir combien est-ce que vous êtes derrière votre écran. Est-ce que vous êtes une personne, deux personnes ou plus? Et puis également la tranche d'âge dans laquelle vous vous situez pour que notre vocabulaire puisse s'adapter peut-être plus facilement au public finalement que nous avons avec nous. Donc voilà, vous pouvez répondre n'importe quand, il n'y a pas de souci. Et pour la tranche d'âge, vous avez même plusieurs choix possibles. C'est-à-dire que si vous avez des enfants de 5 ans, de 15 ans et si vous êtes adulte, vous pouvez noter les 3 tranches d'âge, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc voilà pour ces petites précisions. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions en lien avec le sujet, j'y répondrai avec grand plaisir et je laisse la parole à Daniel qui va donc nous parler de ces fameuses planètes. Bonjour à toi Daniel. Merci Esteban pour cette présentation. Eh bien nous on va s'amuser avec les planètes, d'ailleurs j'en ai plein les bras. Voilà, on va essayer de mettre de l'or dans toutes ces planètes qui n'ont pas toutes la même taille, hein, même si elles n'ont pas non plus toutes la même couleur. Il y a toutes sortes de planètes comme vous allez le voir. Alors, je vous propose de commencer tout ça par, pour mettre de l'ordre, par un schéma. Je vais vous partager un schéma. Ça va vous permettre de vous donner une petite idée. Vous connaissez tous ce genre de schéma. Ça représente ce qu'on appelle le système solaire. Dans cette image, dans ce dessin, en quelque sorte, on a résumé l'ensemble de toutes les planètes qui font le tour du Soleil. En fait, là, avec une image comme ça, on comprend que au milieu, il y a un gros truc. Alors, cette grosse chose au milieu, c'est notre étoile qui s'appelle Soleil, mais c'est une étoile comme les autres. Hein. Les étoiles que vous voyez la nuit, c'est la même chose, c'est ça, c'est exactement ça. Elles sont très loin, donc on a l'impression qu'elles sont petites, mais c'est vraiment des soleils. Les autres étoiles sont des soleils. D'ailleurs, autour des autres étoiles tournent également des planètes. Mais là, sur ce dessin, on voit que toutes les planètes, globalement, tournent en rond autour du Soleil. Alors, comme tout cet ensemble appartient à cette étoile, et que cette étoile s'appelle Soleil, eh bien, cet ensemble, on l'appelle le système solaire. Ça vient du mot soleil. On peut appeler ça un système planétaire. C'est un ensemble de planètes avec une étoile au milieu. Et des systèmes comme ça, vous en avez des milliards. Il suffit de sortir dehors la nuit. Vous allez voir des milliards d'étoiles. Enfin, à l'œil nu, peut-être pas, mais il y a des milliards d'étoiles. À l'œil nu, vous en verrez au moins 1000 si vous êtes dans un ciel bien noir. Eh bien, autour de chacune, vous avez plein de planètes, plusieurs planètes. Alors, elles sont tellement petites, les planètes, par rapport à l'étoile, qu'on ne peut pas les voir. Hein. Pour les voir, il faut des instruments très particuliers. D'ailleurs, dans le système solaire, chez nous,
Eh bien, on peut voir le Soleil, ça c'est facile. Par contre, les planètes, les voir à l'œil nu, c'est pas forcément évident. Ça dépend des planètes, ça dépend à quelle distance elles sont, et ça dépend de la taille qu'elles font. Du coup, pour montrer tout ça, pour rassembler tout ça, sur un seul dessin, on est obligé de tricher. La première triche, c'est la taille des planètes comparée au Soleil que vous voyez sur le dessin. Ici, on a essayé de faire un Soleil assez gros. On voit bien, vous apercevez la Terre, là, qui est un petit peu à côté, un petit peu sur l'autre. La Terre tourne sur la troisième orbite autour du Soleil. On appelle ça des orbites, le chemin des planètes autour du Soleil. Alors, on a l'impression que la Terre, c'est quelque chose d'assez gros. C'est vrai, mais par rapport au Soleil, ce serait une miniature. Donc là, on ne respecte pas, sur ce dessin, on respecte pas la différence de grosseur. On fait elles correspondent, les tailles correspondent toutes les planètes les unes par rapport aux autres, mais pas par rapport au Soleil. Le Soleil, c'est tellement gros par rapport aux planètes qu'il prendrait toute la place. Du coup, on ne pourrait pas faire le dessin. Du coup, on est obligé de rapetisser le Soleil, et on a l'impression que le Soleil, c'est quelque chose de un petit peu plus gros que les planètes. Mais en fait, c'est énorme, c'est gigantesque. La Terre à côté du Soleil, c'est un grain de sable, c'est rien du tout, quoi. Mais bon, c'est pour bien montrer. La deuxième triche sur ce genre de dessin qui montre tout le système solaire, c'est les distances. Ce sont les distances qui séparent chacune des planètes. Alors, vous voyez, les trajectoires de planètes autour du Soleil sont dans le bon ordre. Vous avez Mercure qui est la plus près du Soleil. Après, c'est Vénus. La troisième, c'est nous, la Terre. La quatrième, c'est Mars. On ira les voir une par une tout à l'heure. Eh bien, les distances entre chaque planète sont tellement énormes qu'on ne pourrait pas non plus les rassembler sur le même dessin. Du coup, quand on veut représenter le dessin pour expliquer que tout fait le tour du Soleil, on est obligé de tricher un peu sur les grosseurs et sur les distances. Il faut imaginer, c'est la même chose pour de vrai, mais en beaucoup, beaucoup plus grand. Le Soleil, c'est gigantesque par rapport à nos planètes que vous avez ici de représenter. Là, c'est le premier détail important à signaler. Alors, bon, voilà une autre façon de représenter le système solaire. Alors ici, sur cette image, alors vous voyez, j'ai ma caméra pour vous regarder qui est droit devant moi. J'ai aussi un écran en dessous de la caméra qui me permet de surveiller ce que je suis en train de faire. Et j'ai aussi un autre écran sur ma gauche ici qui me permet de voir les images que je vous envoie ou les vidéos que je vous envoie. Donc vous étonnez pas si je dodeline de la tête d'un côté ou de l'autre, c'est normal. Alors sur cet autre dessin, on voit bien que le Soleil, c'est un truc qui est gros au milieu, c'est une étoile. Eh bien, on représente bien les planètes. Là aussi, on triche sur les distances qui séparent les planètes. Et on voit qu'après la quatrième planète, c'est-à-dire la planète Mars, là, l'orbite de la planète Mars, vous avez une zone où il y a plein de points blancs. Alors tout ça, ce sont une grande partie des astéroïdes. Les astéroïdes, ce sont des cailloux qui se baladent dans le système solaire. Alors des cailloux, vous en avez toutes les tailles, hein. Par exemple, hop, voilà, puisque j'ai des maquettes avec moi, je vais pouvoir vous montrer ça. Voilà, devant moi, vous voyez un caillou. Voilà, et bien ça, c'est un astéroïde. Alors, quelle taille font les astéroïdes? Il n'y a pas vraiment de limite. Hein. Si vous prenez un petit caillou qui se balade dans l'espace, on peut appeler ça un astéroïde. Si vous prenez un caillou plus gros qui fait la taille d'une montagne, hein, plusieurs kilomètres, on appelle ça aussi un astéroïde. Alors, quelle différence? La seule, c'est si ça tombe chez vous, dans votre jardin, ça ne fera pas le même trou, évidemment. Mais bon, il n'y a aucune raison pour qu'un caillou s'écrase dans votre jardin. D'ailleurs, c'est tellement rare que vous avez peu de chances de trouver une météorite dans votre jardin. Mais tout ça se balade dans l'espace, autour du Soleil. Ça appartient au système solaire. Donc, tous les cailloux qui se baladent dans l'espace, y compris ceux qui tombent par terre de temps en temps, ont la même origine. Hein, ils se sont formés autour du Soleil en même temps que les planètes. Alors, vous voyez que selon la distance où sont les planètes par rapport au Soleil, qui se trouvent au milieu, elles ne font pas le même chemin. Une planète qui est très près du Soleil tourne beaucoup plus vite que celles qui sont beaucoup plus loin. Ça veut dire que si on prend l'exemple de Mercure, qui est la planète la plus près du Soleil, elle fait le tour du Soleil en seulement 3 mois. Alors que la plus lointaine, que vous apercevez ici en bleu, c'est une autre planète bleue, c'est pas la Terre, celle-là fait le tour du Soleil en 1 siècle et demi, 150 ans pour faire le tour du Soleil, alors que la plus proche fait le tour du Soleil en 3 mois. La Terre, qui est un petit peu plus loin que Mercure, fait le tour du Soleil, elle, en plus de temps, puisque vous savez qu'on met 1 an pour faire le tour du Soleil. D'ailleurs, à chaque fois que la Terre fait un tour du Soleil, eh bien, on fête nos anniversaires et on dit que « j'ai 1 an de plus ». Voilà, c'est juste qu'on fait un tour de plus, on a fait un tour de plus autour du Soleil. C'est ça une année. Une année, c'est un tour de Soleil pour la Terre. Si nous étions des Martiens, Mars est plus éloigné du Soleil, son chemin est plus grand, plus long, elle tourne moins vite. Il lui faudra 2 ans
pour faire le tour du Soleil. Si on était martien, eh bien, on fêterait nos anniversaires que tous les 2 ans. Ça serait plus long, quoi. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça en vidéo. On va s'amuser aussi avec des vidéos. Hein. On va partager différentes choses. Voilà, excusez-moi. Un petit peu plus long pour lancer les vidéos. Alors ici, on représente le système solaire vu par la tranche, c'est-à-dire on se met de profil sur le côté. Et on est déjà loin de chez nous. Là, on survole l'ensemble des planètes. Vous reconnaissez les dessins, les cercles. Les cercles, ça représente le chemin des planètes autour du Soleil, ce qu'on a appelé tout à l'heure les orbites. Et on se dirige vers les 4 plus proches du Soleil, dont nous faisons partie. Vous vous rappelez, on a dit que Mercure, c'était la plus près du Soleil. La deuxième s'appelle Vénus. La troisième, vous la reconnaissez, hein, c'est chez nous, c'est la Terre. L'orbite qu'on a dessinée en rouge, c'est la planète Mars. Elle tourne autour du Soleil en 2 ans. Hein. Nous, c'est 1 an. Vénus, qui est un peu plus près du Soleil, elle a moins de chemin à faire. Elle fait le tour du Soleil en 7 mois. Et ainsi de suite. 3 mois seulement pour Mercure. Donc, vous voyez, une année, un tour de Soleil pour les planètes, ça dépend des planètes. Ça dépend où elles sont, le chemin qu'elles ont à faire. Là, on voit qu'elles n'ont pas beaucoup de chemin à faire. Mais par contre, si vous vous éloignez, là, on voit Jupiter qui arrive sur la droite. Alors, Jupiter fait le tour du Soleil en 12 ans. 12 ans. Saturne, vous reconnaissez Saturne avec des anneaux. Saturne fait le tour du Soleil en 30 ans. C'est énorme. Uranus, l'avant-dernière, il lui faut 84 ans. 84 ans pour faire un tour de Soleil. Et la dernière, Neptune, est encore plus loin. Ça sera 150 ans, on l'a dit tout à l'heure. 150 ans pour faire le tour du Soleil. Donc ça peut prendre beaucoup de temps pour faire le tour du Soleil. Alors le Soleil, justement. Eh bien, tout le monde connaît le Soleil. Hein. Il éclaire tellement la Terre, et on habite tellement près du Soleil finalement, qu'il éclaire toute l'atmosphère, le ciel devient bleu et en plein jour, on ne peut pas voir les étoiles. Les étoiles sont là en plein jour, hein, mais on ne peut pas les voir à cause de la lumière du Soleil. Alors le Soleil, on a l'impression que c'est un truc spécial, mais en fait, c'est une étoile comme les autres. Alors c'est quoi exactement les étoiles? Alors je ne veux pas rentrer dans le fonctionnement des étoiles, mais on va regarder ça de plus près. Une étoile, c'est une grosse boule de gaz hein, que vous pouvez apercevoir ici. Ça chauffe, évidemment, c'est très chaud à l'intérieur. Dans notre étoile à nous, il fait 15 millions de degrés. 15 millions de degrés. C'est très, 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 très chaud. Alors que dessus le Soleil, la partie qu'on voit, nous, quand on regarde le Soleil, évitez de regarder le Soleil, c'est dangereux, ça abîme les yeux petit à petit. Eh bien, il fait 5000 degrés, 5 à 6000 degrés à la surface du Soleil. Autant vous dire que c'est quand même très chaud. Je dois avoir une autre image du Soleil. Voilà, alors sur cette image du Soleil, on voit qu'il y a des grandes éruptions sur le Soleil. Pour vous donner une petite idée de la taille de la Terre. Alors, je ne sais pas si vous apercevez, parmi toutes les taches oranges dessus le Soleil, il y a quelques petites taches blanches par endroit. Eh bien, il faut imaginer que la Terre, la planète Terre tout entière, toute notre planète qu'on a sous les pieds, elle est plus petite que les petites taches blanches que vous voyez dessus le Soleil. Vous voyez, si on mettait la Terre juste à côté du Soleil, c'est ridicule, hein, c'est tout petit. Dans une boule de la taille de cette étoile, du Soleil, on pourrait loger plus de 1 million, presque 1,5 million de fois la Terre. Vous voyez, on pourrait mettre plus de 1 million de Terre à l'intérieur du Soleil, tellement c'est gros le Soleil. Ah ben c'est ça une étoile. Une étoile, c'est comme ça. Et des étoiles comme le Soleil, il y en a plein dans l'espace, il y en a plein dans l'univers. Et sortez dehors le soir, vous en voyez plein. Ce sont d'autres soleils. On leur donne d'autres noms, hein, parce que Soleil, c'est le nom qu'on a donné à notre étoile. Donc les autres, on va pas les appeler Soleil, on va les appeler autrement, sinon on va pas s'y retrouver. Bon, on risque pas de confondre notre étoile avec les autres, puisqu'on habite à côté de celle-là. Et c'est grâce au Soleil qu'on est chauffé, qu'on est éclairé. Heureusement, sinon il fait vraiment pas chaud. Alors, eh bien, je vous propose d'aller visiter maintenant les planètes. C'est bavarder à propos du Soleil. Et on va commencer par la plus proche du Soleil. Oui. Oui. Peut-être que tu peux répondre aussi au petit sondage que sondage. Voilà, j'en ai mis un tout à l'heure, c'est quelle est la composition principale du Soleil. Alors ça, c'est peut-être plus pour les adultes. On a des questions qui vont être de temps en temps plutôt vers les jeunes, de temps en temps plutôt vers les adultes, parfois les deux. Voilà, donc là, c'est plus une question peut-être tournée vers les adultes. Alors, vous avez... Hop, il m'a effacé. Là, je vois plus. Voilà, si vous avez bien répondu, de l'hydrogène, hein, on s'adresse au plus grand, vous avez bien compris. L'hydrogène, c'est un élément, il y a plein d'ingrédients qui forment les objets dans l'univers, que ce soit les étoiles, les planètes, le gaz de l'atmosphère qu'on respire, la table dans laquelle est fait mon bureau. Enfin, voilà. Tous ces objets sont faits avec des matériaux, et tous ces matériaux, vous en avez partout dans l'univers. Eh bien, le matériel le plus évident et qu'on trouve partout dans l'univers, c'est l'hydrogène. Donc, les étoiles sont essentiellement formées
d'hydrogène. Mais les objets ne se comportent pas de la même façon selon la taille qu'ils font. Par exemple, une étoile, c'est tellement gros qu'à l'intérieur, ça s'allume. Une planète, ça ne peut pas s'allumer, c'est trop petit. Ou alors, on appellerait ça des étoiles. Ce ne seront plus des planètes. Donc là, l'ingrédient premier des étoiles, comme le Soleil, c'est l'hydrogène. Et vous avez parfaitement bien répondu. Alors l'azote, par contre, c'est un élément aussi, bien sûr. L'azote, c'est l'élément principal qui constitue notre atmosphère. Quand vous respirez, eh bien, ce que vous respirez, les 3/4 de ce que nous respirons, c'est de l'azote. Alors, heureusement, on respire un quart d'oxygène et le corps a surtout besoin de l'oxygène et on respire beaucoup d'azote. Bon, vous connaissez l'oxygène. La kryptonite, la kryptonite existe, mais ça servait... Enfin, je crois que c'est Superman qui n'aimait pas vraiment la kryptonite. Pour ceux qui sont amateurs de films de SF. Alors, on a posé la question, combien y a-t-il de planètes dans le système solaire? Je crois qu'on les a déjà passées en revue tout à l'heure. Et tout le monde a bien saisi qu'il y avait 8 planètes. Alors, pour les plus anciens comme moi, ont appris à l'école qu'il y en avait 9, puisqu'en 2006, on a changé d'avis sur le classement. On n'a pas changé d'avis sur le nombre de planètes, sur le classement. En fait, il y a des petites planètes, il y a des grosses planètes, il y a des moyennes planètes. Donc, comme il n'y en a pas énormément des planètes autour du Soleil, il y en avait 9. On apprenait 9 planètes. Mais on s'est aperçu que la dernière, Pluton, qu'on apercevait de très très loin, on s'est aperçu, il n'y a pas si longtemps, qu'elle était toute petite. Alors, tant qu'elle était toute seule petite, on s'est dit, bon, c'est la 9e planète du système solaire, on va pas changer l'ordre. Et puis, on en a trouvé d'autres après, des petites planètes de la taille de Pluton. Et on s'est dit, bon, peut-être qu'il y en a 15, 20, 30 planètes, petites planètes comme Pluton. Donc, plutôt que d'apprendre à l'école 30 planètes, ce qui serait un peu difficile, alors on a décidé d'inventer une nouvelle famille. On appelle cette famille la famille des planètes naines. Et dans cette famille, on a logé Pluton. Pluton, on a rajouté après Eris, Makemake, Oméa, Cérès. Ça nous fait 5 planètes naines en plus des 8 principales que vous connaissez, là, puisque vous avez bien répondu à la question. Donc, les 8 planètes que vous connaissez par cœur, plus les 5 planètes naines dont Pluton fait partie. D'ailleurs, dans ces 5 planètes naines, il y en a une qui s'appelle Cérès, qui était déjà le plus gros des astéroïdes. Vous vous rappelez, les astéroïdes, c'est plutôt la tronche, l'allure d'un caillou. Eh bien, si le caillou est assez gros, plus le caillou est assez gros, plus c'est chaud dedans, plus c'est mou, plus ça prend la forme d'une boule. Alors, à partir de quelle taille un caillou prend la forme d'une boule, tout seul, eh bien, on a calculé qu'il fallait à peu près entre 500 km et 1000 km. À partir de 1000 km, on considère c'est complètement rond, un peu comme la Lune, si vous voulez, et qu'on peut mettre ça dans la famille des planètes naines. Du coup, Cérès, qui se retrouve Cérès se retrouve à la fois être le plus gros des astéroïdes, c'était un astéroïde avant qu'on invente la famille des planètes naines, et on s'est dit, bon, on peut aussi appeler ça une planète naine. Du coup, on n'a pas réussi à se décider, et Cérès a une double casquette. Cérès, c'est à la fois le plus gros des astéroïdes, mais c'est à la fois une des 5 planètes naines. Donc, vous voyez, on fait des classements, voilà. Donc, vous pouvez dire 8 planètes, 9 planètes, ça n'a pas beaucoup d'importance. On fait des classements entre les petites, les grandes, les moyennes. D'ailleurs, dans les 8 planètes que vous connaissez bien, il y a deux familles qui sont très, très différentes. La famille des géantes gazeuses, voilà, Jupiter, par exemple, planète gazeuse, et puis une planète comme la Terre, la plus grosse des planètes rocheuses, eh bien, la Terre. Vous voyez à côté la différence? C'est pas tout à fait la même chose, hein. La Terre, la petite bille bleue, là, c'est la Terre, par rapport à Jupiter. Donc, Jupiter, c'est la famille des planètes gazeuses. Il y en a 4 comme celle-là. Et la Terre, c'est la plus grosse des planètes rocheuses. C'est beaucoup plus petit que les gazeuses, hein. Donc, vous voyez, 2 familles différentes dans les planètes. Donc, vous voyez, si on s'amuse à faire des classements, on pourrait dire qu'il y a 4 planètes gazeuses. Voilà, c'est gros. Ensuite, il y a 4 planètes rocheuses, comme la Terre, comme Vénus, Mercure, qu'on va visiter. Et puis, et Mars. Et puis ensuite, il y a les petites planètes comme Pluton. Donc voilà, si on voulait mettre de l'ordre un petit peu dans ces classements, ces grosseurs. Alors, on va continuer notre balade en allant visiter la planète Mercure. C'est ce que je voulais faire tout à l'heure. Et j'ai pas gardé le lien. Voilà. On va relancer tout ça. Alors, à chaque fois, on va se remettre devant l'ensemble du système solaire vu de dessus, hein, comme si on était dans une super fusée. Et on est au-dessus du pôle nord du Soleil, si vous voulez. On voit bien les orbites de chaque planète qui font le tour du Soleil. On s'approche des 4 premières, les plus près du Soleil. Et on va visiter la première, la plus près du Soleil, Mercure. Premier rond, premier cercle.
Un Mercure fait le tour du Soleil en 3 mois. 3 mois seulement. C'est pas beaucoup, hein. 3 mois. Alors, comme c'est la plus près du Soleil, on pourrait deviner que c'est probablement la plus chaude. Alors, oui et non. On va voir ça. D'ailleurs, quand vous regardez Mercure de près, de très très près, alors ça on peut le faire parce qu'on a envoyé sur place, pas des astronautes hein, bien sûr, mais des robots, des appareils photo automatiques qui prennent des photos et qui nous envoient les images, on a l'impression de regarder la Lune. Ça ressemble furieusement à la Lune. Alors quelle différence entre la Lune et Mercure? Il n'y en a pas. Mercure fait le tour du Soleil et s'appelle planète, alors que la Lune fait le tour de la Terre. On appelle ça un satellite naturel de la Terre. C'est pareil, on ne va pas chipoter, c'est pareil. C'est à peu près la même taille, c'est pareil. On retrouve plein de trous dessus, ce sont les cratères. Les cratères sont des trous formés par des cailloux quand ils tombent dessus. Et les cratères ne s'enlèvent pas. Alors, il y a des cailloux qui tombent sur la Terre aussi, hein, bien sûr. Mais les traces laissées par les cailloux qui sont tombés chez nous, les cratères, sur Terre s'effacent parce que chez nous, il y a de l'air. Donc, ça veut dire qu'il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des tempêtes qui vont effacer tout ça. On appelle ça l'érosion. Sur Mercure, il n'y a pas d'air. Donc, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de tempête. Du coup, aucun trou ne s'efface. Exactement pareil sur la Lune. Les trous ne s'effaceront jamais. Les traces resteront tout le temps. Voilà pour Mercure. Alors oui, on s'est vraiment approché. Alors, le Soleil éclaire toujours la moitié puisque les planètes ont la forme d'une boule. Hein. On est bien d'accord avec ça. Je vais reprendre la main. Voilà. Vous vous rappelez, voici une maquette de la Terre. Vous voyez que les planètes ont la forme d'une boule, hein, d'un ballon. Mais comme le Soleil se trouve quelque part, il éclaire forcément que la moitié. Si par exemple le Soleil est par là, de ce côté-là, il va éclairer que la moitié de la Terre de ce côté-ci. Il ne va pas pouvoir éclairer l'autre côté. Il y aura forcément un côté jour et un côté nuit sur une planète, sur n'importe quelle planète. Sur la Terre, bien sûr, c'est le côté jour, côté nuit. Mais Mercure qu'on vient de voir, c'est pareil. Il y a un côté jour, un côté nuit. La grosse différence entre la Terre et Mercure, c'est la grosseur. Elles n'ont pas la même taille. Pour vous donner une petite idée, voilà, ça c'est la Terre. Si ça c'est la Terre, Mercure c'est ça. Vous voyez Mercure? C'est vraiment pas énorme, hein. Grosse différence. Eh bien, sur les petites planètes, il n'y a pas d'air. Alors, sur les grosses planètes, il y a de l'air. On peut respirer sur les grosses planètes. On ne peut pas respirer sur la planète Mercure parce qu'il n'y a même pas d'air pour respirer. Il n'y a pas d'air du tout. Alors, pas d'air, ça veut dire que le chaud et le froid ne peuvent pas se mélanger. Par exemple, aujourd'hui, il ne fait pas très chaud, mais enfin, bon, il ne fait pas très froid non plus. Si on attend la nuit ce soir, le soleil va se coucher, bien, il va faire un peu plus frais cette nuit que pendant la journée, parce que le soleil ne sera pas là pour chauffer. Mais comme il y a de l'air tout autour de la Terre, hein, aussi bien le jour que la nuit, eh bien, ça va mélanger le chaud et le froid. L'air va mélanger le chaud et le froid. C'est pour ça que le soir ou le matin, il n'y a pas une grosse différence entre être au soleil ou être à l'ombre. Sur Mercure, c'est plus petit, il n'y a pas d'air. Donc, il n'y a rien pour mélanger le chaud et le froid. Donc, tant que vous êtes au soleil, vous êtes au chaud, il fait très chaud, il fait 450 degrés sur Mercure, côté éclairé par le soleil, côté jour. Oui, mais dès que la nuit tombe, il fait d'un seul coup moins 150, moins 180 degrés. Pourquoi c'est pas comme ça chez nous? Eh bien, parce qu'il y a de l'air pour réchauffer un peu le côté nuit de la Terre et pas trop chauffer le côté jour de la Terre. Sur une planète où il n'y a pas d'air, c'est le cas de Mercure, les différences sont épouvantables. Hein. Si vous êtes le jour ou la nuit, c'est pas du tout pareil. Et la Lune qui est autour de la Terre, qui n'est pas aussi près du Soleil que Mercure, eh bien la Lune est pareille que Mercure. Sur le côté jour, il fait chaud, côté nuit, il fait très froid. Il y a une différence de 300 degrés entre le côté jour et le côté nuit. Notez bien que la Terre, bon, comme il y a de l'air autour de nous, d'abord on peut respirer, tant mieux, et puis l'air mélange le chaud et le froid. Mais imaginons une seconde qu'on enlève l'air. Je suis magicien, j'enlève l'air. Vous retenez votre respiration parce que vous ne pouvez pas respirer. Eh bien, comme on est en plein jour maintenant, il fait jour, eh bien, la température grimpe à 150 degrés. 150 degrés, c'est plus chaud que dans votre four pour faire cuire un poulet. C'est chaud, hein, 150 degrés. Et cette nuit, dès qu'il ferait nuit, ça descendrait à moins 150 degrés. Pas d'air pour mélanger le chaud et le froid, ça ne sera pas tiède, ça ne peut pas être tiède. Donc c'est ou très chaud ou très froid. Donc c'est comme ça sur Mercure, c'est même pire, les différences jour-nuit. Sur la Lune, c'est comme ça. Et ce serait pareil sur la Terre s'il n'y avait pas d'air. Heureusement, il y a de l'air, donc on n'a pas ce problème. Mais vous voyez que s'il y a de l'air ou pas sur une planète, ça change plein de choses pour la température. Donc il n'y a pas que la distance au Soleil qui va compter pour la température qu'il peut faire sur une planète comme la planète Mercure. Voilà, alors une planète qui n'a jamais été visitée, à part, vous voyez, quelques caméras qui ont fait le tour pour prendre quelques photos. Enfin, quelques photos, j'exagère, on a une couverture complète de Mercure, on peut faire des cartes
complète de la planète Mercure, mais on n'a jamais posé un petit robot sur Mercure, jamais. Bon, ça ressemble trop à la Lune, on s'est dit, oh, comme il y a la Lune qui est pas très loin, pourquoi s'embêter à aller jusqu'à Mercure pour prendre en photo des cailloux qui se ressemblent, hein, qui sont un petit peu pareils. Donc voilà, on n'a vraiment pas visité du tout Mercure, on a peu d'informations sur la planète Mercure. Eh bien, on va continuer notre balade, je vous propose d'aller voir maintenant Vénus. Oui, j'espère que Esteban va penser à nous mettre les sondages. Alors, essayez de répondre aux sondages, hein, ça fera des petits intermèdes hein, parce que je suis très bavard. Alors, on va filer en direction de la deuxième. Vous vous rappelez, on a vu Mercure, c'est le premier cercle autour du Soleil. On va aller voir le deuxième, c'est Vénus. Alors, elle est plus loin, donc il devrait faire un peu moins chaud sur Vénus. Elle fait le tour du Soleil, puis surtout, regardez, elle est de la même taille que la Terre. Elle est de la même taille que nous. Donc, sur Vénus, il y a de l'air. C'est complètement différent de la planète Mercure. Il y a de l'air sur la planète Vénus. On pourrait se dire, chouette, on va au moins pouvoir respirer sur celle-là. Mais, il y a toujours un mais. Alors, mais, c'est quoi le mais? Alors d'abord, elle est plus près du Soleil que nous, donc globalement, il va faire plus chaud. Mais il y a tellement d'air autour de Vénus qu'il y a plein de nuages. D'ailleurs, vous voyez une boule toute blanche. Pourquoi? Parce qu'on voit que des nuages là. Pour voir à travers les nuages, pour voir comment c'est en dessous, les montagnes, les vallées, les choses comme ça, sur une planète rocheuse, hein, c'est comme la Terre. Vénus, c'est comme la Terre. Il n'y a pas d'océan parce que sous les nuages, en dessous les nuages, il fait 500 degrés. 500 degrés, si vous faites chauffer de l'eau dans une casserole, elle va bouillir, elle va se transformer en vapeur à 100 degrés. Là, il fait 500 degrés, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de rivière, pas de lac sur Vénus. Par contre, il y a de la vapeur d'eau. Voilà un petit robot qui fait des photos, clac, 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 clac. Voilà ce que ça donne si on enlève les nuages. Hein. Vous voyez, bon, la couleur est un peu bizarre, mais c'est normal. Mais vous voyez un petit peu le relief, les montagnes, les vallées. Ça, c'est une planète qui ressemble vraiment à la Terre. C'est ce qu'il y a de plus ressemblant à la Terre. Mais sous les nuages, il fait 500 degrés. Et comme il y a des nuages tout autour de la planète, c'est 500 degrés partout. Le jour, la nuit, au pôle Nord, à l'équateur, c'est pareil. Donc, c'est pas une planète sur laquelle on pourra habiter. Pire, l'air, il y a de l'air sur cette planète, elle est assez grosse, il y a de l'air. Mais l'air qu'on respire, c'est un mélange. Tout à l'heure, on en a parlé un petit peu. L'air qu'on respire, c'est un mélange qui est formé de différentes sortes de gaz. Alors, ce que vous respirez, et moi aussi, c'est 3/4 d'azote et 1/4 d'oxygène. Voilà ce qu'on respire. Alors, pourquoi on respire ça? Parce que c'est le mélange qu'on a chez nous. Sur la Terre, c'est comme ça sur la Terre, c'est ce mélange-là chez nous. Donc, nous, on est fait pour respirer ce mélange. Alors, sur une autre planète qui est assez grosse pour garder de l'air, donc il y a de l'air sur d'autres planètes comme Vénus, par exemple, quelles sont les chances pour que, par hasard, le mélange soit exactement pareil que chez nous? Il n'y a aucune raison, parce que le mélange, il est formé de plein de sortes de gaz. L'azote, c'est un gaz, l'oxygène, c'est un gaz, le butane pour faire la cuisine, pour faire chauffer les aliments dans les cuisinières, c'est un gaz aussi. Enfin, il y a toutes sortes de gaz, il y en a plein. Donc, quand vous avez un mélange, eh ben, nous, on a ce mélange-là sur Terre, on a de l'azote et de l'oxygène. Ben, sur Vénus, c'est pas le même mélange, c'est impossible que ce soit par hasard le même mélange, c'est impossible. Donc, vous voyez, c'est impossible de trouver une planète avec de l'air qui soit le même mélange que nous. On peut trouver des planètes avec de l'air. Vénus, c'est la même taille que la Terre, donc il y a de l'air, pas de problème. Oui, mais c'est pas le même mélange, on peut pas respirer l'air de Vénus. Bon, ceci dit, on s'affiche un peu, vous vous rappelez, il fait 500 degrés sur Vénus. Hein. On serait un peu cramé sur la planète Vénus. Alors, je dois voir, voilà. Quand on fait une photo de Vénus, vue de la Terre, hein, avec un télescope, voilà ce qu'on voit. On voit plein de nuages qui s'enroulent tout autour de la planète. Mais si on triche, c'est-à-dire qu'on utilise une caméra avec un radar, par exemple, ça peut faire des photos à travers les nuages. Ça nous permet de mieux voir ce qui se passe sous les nuages. Donc voilà, c'est la même planète, hein, c'est exactement pareil. On a enlevé, on a fait comme si les nuages n'étaient pas là. En fait, on voit au travers. Et là, alors du coup, les couleurs sont un peu bizarres, mais c'est pas tout à fait de cette couleur-là. C'est pas très grave la couleur. Mais par terre, vous avez la même chose que chez nous. Il y a des montagnes, des cailloux, des rochers, des grottes. Enfin, c'est comme sur la Terre. C'est vraiment comme sur la Terre. On a même des volcans sur la planète Vénus. C'est vraiment une planète qui ressemble vraiment à la Terre. Mais vous vous souvenez qu'il fait 500 degrés, il pleut de l'acide en plus pour les plus âgés. Donc, il ne ferait pas bon vivre hein, sur une planète comme celle-là. Eh bien, on va continuer notre balade.
Vénus, c'est la deuxième. Donc, vous imaginez qu'on va s'attaquer à la troisième maintenant. Alors, la troisième planète. Bon, on l'appelle la planète bleue puisque globalement, quand la lumière du Soleil traverse quelque chose de transparent, comme par exemple de l'eau, les océans, ou comme par exemple une atmosphère, elle perd la couleur bleue en route. C'est pour ça que globalement, à chaque fois qu'il y a de l'air, il y a souvent cette couleur-là, cette couleur bleue. Bon, on a vu que sur Vénus, c'était pas la même couleur, bleue, mais bon, il y a d'autres planètes avec la même couleur qu'une couleur bleue. Mais la Terre n'est pas que bleue, hein. Vous voyez, il y a des nuages, il y a un peu de verdure, puisqu'il y a de la vie sur cette planète. Alors, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Ben, pour l'instant, on a beau chercher, pour l'instant, on n'en trouve pas. Ceci dit, vous vous rappelez qu'on n'a pas mis les pieds sur Mercure. Mais comme Mercure et comme la Lune, on se doute bien que sur la Lune, enfin, on se doute pas, sur la Lune, on y a été, donc on sait qu'il n'y a rien. Quand je dis rien, ça veut dire pas un microbe. Par contre, il y a du sable, des cailloux, des rochers, des montagnes, comme sur la Terre. Vous vous rappelez que le Soleil éclaire que la moitié. Hein. La Terre a la forme d'une boule, il y a un côté jour, un côté nuit. Sur la Lune, c'est pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, vous voyez la Lune en croissant, en quartier ou pleine. Ça ne change pas la forme de la Lune. La Lune a toujours la même forme, une boule. Par contre, on voit plus ou moins le côté jour. Là, vous voyez, sur la Terre, vous voyez que la moitié de la moitié éclairée. Ça fait un quart. Si c'était la Lune, on dirait un quartier de Lune. Bon, comme c'est la Terre et qu'on habite dessus, on ne voit pas ça comme ça depuis la Terre. Mais bon, il y a bien une différence entre le côté jour et le côté nuit. Chez nous, la température est à peu près la même, le jour, la nuit, il n'y a pas de grosse différence parce qu'il y a de l'air tout autour. Vous vous rappelez, s'il y a de l'air, ça mélange le chaud et le froid, ça permet d'avoir pas beaucoup de différence entre le jour et la nuit. C'est déjà ça. Donc globalement, vous voyez, la Terre est plutôt la planète bleue, pas la planète rouge, ni verte, hein, elle n'est pas violette non plus, pour répondre aux sondages. Voilà, et tout à l'heure, vous vous rappelez, on a parlé de Vénus. Alors, j'en profite, puisque jette un œil sur les sondages. Vénus est la planète la plus, vous avez bien répondu, hein, c'est la plus chaude. Hein. Pourtant, c'est pas la plus près du Soleil, vous avez bien vu. Hein. Mais là, c'est carrément à cause des nuages. En fait, il y a tellement épais du nuage, ça fait ce qu'on appelle un effet de serre. Un effet de serre, tout le monde connaît ça. Hein. Vous rentrez dans une serre. Pourquoi il fait plus chaud dans la serre que quand vous êtes dehors à l'extérieur? C'est parce que la lumière traverse les plaques de verre et elle reste coincée en dessous. Donc, c'est pour ça que vous faites pousser des tomates dans la serre. Ça poussera mieux que de les mettre dehors parce qu'il fera plus chaud dans la serre. C'est ça un effet de serre, un effet de serre, une serre, comme si c'était une serre. Donc, tous les nuages autour de Vénus font une serre. Nous, on a aussi un petit effet de serre, mais il est léger, très léger. La température moyenne de la Terre, c'est à peu près, on va dire, 15 degrés. C'est une moyenne générale. Bien sûr, si vous habitez au pôle Nord, ce ne sera pas pareil qu'à l'équateur. Mais finalement, il n'y a pas de grosse différence hein, parce que ça tourne. Donc, il y a un côté jour, un côté nuit, mais ça tourne. Et puis, il y a de l'air qui mélange le chaud et le froid. Donc, voilà, tout ça étale un petit peu les températures. Alors, je vous propose de... Est-ce qu'on est bon dans le temps? C'est bon. J'ai un petit peu de temps, donc on va faire un petit crochet avant de continuer vers les autres planètes. On va faire un petit détour qui va nous emmener vers notre satellite naturel, qui est le seul objet dans tout l'univers sur lequel on a été. Oui, parce qu'on habite la Terre, donc ça compte pas. La Terre, on habite dessus déjà. Alors, est-ce qu'on a été ailleurs? Est-ce qu'on a quitté la Terre pour aller ailleurs? Oui, on a fait ça pour aller sur la Lune. C'est tout. Notre satellite naturel. C'est ce qu'il y a de plus près et c'est tout ce qu'on est capable de faire. Oui. Tu peux préciser en tant qu'humain. En tant qu'humain. Oui, parce qu'on a envoyé des choses plus loin, mais ce sont des robots. Voilà. J'ai eu peur que tu me parles d'extraterrestres, c'est pour ça que... Alors, vous vous rappelez, le côté jour, côté nuit, vous voyez un exemple avec la Lune devant vous, hein, vous voyez bien, selon le côté jour ou côté nuit que l'on voit ou pas, on a l'impression qu'elle a la forme d'un croissant, d'un quartier. La pleine lune, ça n'existe pas. On appelle pleine lune le moment où on est juste devant le côté jour, c'est tout, mais il y a toujours un côté jour. Pendant que vous êtes en train de regarder le côté jour devant vous, de l'autre côté, il y a un côté nuit aussi. Donc, en fait, dire pleine lune n'a pas beaucoup de sens. Et il ne se passe rien de spécial, hein, il y a toujours un côté jour sur la Lune. Mais comme la Lune n'est pas trop loin, 400 000 km, 3 jours de voyage, eh bien, quelques astronautes ont eu la chance de marcher dessus. Oh, pas longtemps, hein. On a fait 6 atterrissages. En tout, il n'y a pas eu beaucoup de monde hein, qui sont allés sur la Lune. Il n'y a eu que 12 astronautes. Sur les 24 astronautes qui ont fait le voyage jusqu'à la Lune, il n'y en a eu que 12 qui ont eu la chance de marcher sur la Lune.
J'en connais quelques-uns, je crois qu'il y avait Tintin, Milou et le Capitaine Haddock. Et peut-être Trifon Tournesol aussi. Oui, oui, il y avait plus que ça aussi. Hein. Je me souviens qu'il y avait 2 méchants en plus. Tintin et Milou, alors c'était Hergé a écrit Tintin et Milou bien avant. C'était avant le premier lancement du premier satellite autour de la Terre, sans parler d'aller jusqu'à la Lune. La première chose à faire pour l'exploration de l'espace, c'est d'être capable de quitter la planète Terre. Donc il faut inventer des fusées. Voilà, on a inventé des fusées. C'est le seul moyen de transport. Hein, avec les voitures, ça marche pas. Les camions, ça marche pas non plus. Donc on a inventé ce truc-là pour aller dans l'espace. On appelle ça une fusée. Donc si on veut lancer un truc dans l'espace, n'importe quoi, des astronautes par exemple, mais aussi des robots qui vont rouler sur Mars, eh ben, il faut se servir d'une fusée. Une fusée, ça sert à décoller de la Terre. Donc premier décollage d'un engin juste autour de la Terre, eh bien c'était en 1957. Hein, ça fait 4-5 ans après que Hergé ait lancé Tintin et Milou, en tout cas dans sa tête, dans son imagination, sur la Lune. Eh bien, sur la Lune, on y arrivera, mais beaucoup plus tard. Hein, il faudra attendre 10 ans encore pour voir Armstrong, Aldrin marcher sur la Lune, oui. Ah non, je confirme ce que tu dis. Il y a Salvador, 10 ans, là, qui nous demande pourquoi est-ce que la Lune, elle a toujours une face cachée, du coup. Ah, ça, c'est pas évident à expliquer. Alors, attendez. Vous voyez la Terre, par exemple. Si j'habitais sur la Lune qui se trouve là, ici, et puis je regarde, et nous regarderons la Terre, comme la Terre tourne en 24 heures, ça va assez vite finalement, 24 heures, un tour en 24 heures. Si vous êtes là et vous regardez la Terre, vous avez le temps de regarder tranquillement tous les côtés de la Terre. Donc, vous ne pouvez pas dire il y a une face cachée à la Terre puisque vous la voyez. Vous verrez finalement petit à petit tous les côtés à la fois. Puis au bout d'un moment, vous revenez devant le même côté. La Lune, c'est plus compliqué. La Lune tourne autour de la... Alors ça, c'est la Terre maintenant. Voilà, je vais m'éloigner. Vous avez la Lune qui tourne autour de la Terre. La Lune fait le tour de la Terre en 4 semaines. Il lui faut pratiquement un mois à la Lune pour faire un grand tour de Terre. Vous vous rappelez que la Terre fait un grand tour de Soleil en 1 an. Ben, la Lune, c'est 4 semaines autour de la Terre. Alors, si la Lune ne tournait pas comme une toupie, comme ça, eh bien, en tournant autour de la Terre, nous, les terriens, en regardant la Lune, on finirait par voir petit à petit, doucement, petit à petit, tous les côtés de la Lune. Donc, on connaîtrait toute la Lune. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi? Parce que pendant que la Lune fait un tour de Terre tranquillement en 4 semaines, eh bien, la Lune tourne tout doucement sur elle-même en 4 semaines aussi. Alors, ça peut paraître bizarre, mais si elle fait ça, à la même vitesse, si vous voulez, elle fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour de la Terre. Le résultat, c'est que si on est des terriens et on regarde la Lune, eh bien, comme elle tourne petit à petit en même temps qu'elle tourne sur elle-même petit à petit, le résultat, c'est qu'on voit toujours le même côté. Ça veut dire que pour nous, par rapport à la Terre, il y a toujours un côté qui est opposé à la Terre, un côté qu'on ne peut pas voir depuis la Terre. C'est pour ça qu'on dit une face cachée. Là, on ne parle pas du côté jour et du côté nuit, hein. Ça n'a rien à voir. Alors, le côté jour, côté nuit, ça change tout le temps. Par contre, la face cachée, on ne peut pas la voir depuis la Terre. Mais elle n'est pas tout à fait cachée, elle est cachée pour des terriens. Mais comme on vient de dire qu'il y a 24 astronautes qui sont allés se balader sur la Lune, eh bien, ces 24 astronautes ont fait le tour de la Lune. Donc, on connaît forcément très bien la face cachée de la Lune. Donc, on l'a photographiée d'abord. Hein, une première photo de la Lune, c'était en 1959. Hein, ça veut dire, ça remonte à un petit moment. Et puis ensuite, les astronautes sont allés autour de la Lune. Ensuite, ils ont atterri sur la Lune. Bref, on connaît parfaitement bien la face cachée. Elle est cachée depuis la Terre, mais elle n'est pas cachée, elle n'est pas inconnue. Voilà, elle n'est pas inconnue. C'est un mot qui est trompeur, effectivement, pour les enfants. C'est pas parce qu'on dit caché qu'on ne le connaît pas. C'est qu'on ne peut pas le voir depuis la Terre. C'est différent. Mais quand on va directement sur la Lune, comme l'a dit Daniel, on a pu prendre en photo. Donc, si Salvador, toi, tu vas sur Internet, tu tapes carte face cachée de la Lune, par exemple, on va te montrer des cartes avec tous les cratères qu'il y a sur le côté qu'on appelle, nous, la face cachée. C'est le côté qu'on ne peut pas voir depuis la Terre. Voilà. Pas facile, ça. Alors, comme la séance d'hier, ça portait sur la planète Mars, on attaque la 4e planète maintenant, c'est Mars. Bon, je vais être rapide, hein, puisque Esteban vous l'a décrite en long, en large hier. C'est la 4e planète autour du Soleil. Elle est plus loin du Soleil que nous, donc on fait le tour en 2 ans. Elle met plus de temps, vous voyez, on écrit son petit nom en dessous. Et pour faire un voyage vers Mars, c'est pas simple. D'abord, il faut attendre que Mars et la Terre soient du même côté. Nous, on fait 2 tours de Terre on fait 2 tours de Soleil pendant que Mars n'en fait qu'un seul. Donc, il faut attendre que la Terre et Mars soient pas trop loin l'une de l'autre. Pas trop loin, ça fait quand même 60 millions de kilomètres. Hein.
Donc, pour envoyer un robot là-bas, pour faire des photos, des images, hein, alors juste des images, il faut à peu près 6 mois, hein, presque 6-7 mois de voyage. Alors, vous avez un robot qui est arrivé il y a 15 jours, c'est ça? 15 jours? 3 semaines? Je ne m'en rappelle plus. 15 jours, oui. Et il a atterri sur Mars. C'était Persévérance. Alors, on va aller voir un petit peu le paysage. Bon, c'est une planète qui est plus petite que la Terre. Plus petite que la Terre, on va en reparler. Donc, vous apercevez dessus pas mal de cratères. Vous vous rappelez les mêmes qu'on a vus tout à l'heure sur Mercure, sur la Lune. Vous vous souvenez pourquoi? Ce sont des trous laissés par des cailloux, mais chez nous aussi, il en tombe des cailloux. Mais chez nous, les traces s'effacent toutes seules à cause de l'air. Ici, si vous voyez plein de trous, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Il n'y a presque pas d'air autour de Mars. Bon, vous voyez qu'il y a des satellites qui font le tour de Mars. Il y en a 8, je crois, en ce moment, qui tournent autour de Mars. Donc ça va, elle est bien cartographiée, elle est bien surveillée. Il y en a 3 qui viennent d'arriver il n'y a pas longtemps, en même temps que Persévérance, qui lui a atterri. Alors, si ça atterrit, on va appeler ça un atterrisseur. Si ça reste à tourner autour de Mars, on va appeler ça un satellite ou un orbiteur, comme vous voulez. Et si en plus d'atterrir sur Mars, ça roule, il y a des roulettes, comme une voiture, on va appeler ça un rover. Parce que ça roule, c'est tout. Bon, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. InSight, c'est un robot qu'on a posé il y a 3 ans. InSight mesure les tremblements de terre. Il n'a pas besoin de roulette, hein, il ne roule pas, il s'est posé, pof, il ne bouge pas. Il a posé un appareil pour mesurer les tremblements de terre sur la planète Mars. Là, on survole un volcan, par exemple. Il y a plein de volcans, il y a quelques volcans sur Mars. Ils sont tous éteints, ils sont éteints depuis très très longtemps. C'est une planète qui s'est refroidie bien plus vite que la Terre. Et vous voyez ici un dôme volcanique qui fait 800 km, il fait la taille de la France pratiquement, 20-25 km de hauteur, c'est énorme, énorme. Alors nous, on n'a pas de dôme volcanique aussi grand sur Terre parce que sur la Terre, il y a la dérive des plaques continentales. Hein, pour les plus grands, hein, ça bouge. Si bien que si vous avez un trou qui perce un endroit, qui fait un forage et par en dessous et qui perce un volcan, eh bien comme les plaques continentales bougent petit à petit, alors pas en 5 minutes hein, évidemment, ça vous fait plusieurs volcans. Alors que sur Mars, ça bouge pas, du coup le volcan est resté au même endroit. Ça fait un gros pâté, ça en fait la plus haute montagne de tout le système solaire. Alors, le problème de Mars pour nous, si on veut trouver de la vie sur Mars, il y en a 2. Hein. Premier problème, c'est sa taille. Quelle taille fait Mars? Ben, vous vous rappelez de la Terre? Vous vous rappelez de ma petite Terre? Voilà Mars. Vous voyez la différence? C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mars, c'est en gros, c'est à peu près 2 fois plus petit que la Terre. Vous vous rappelez ce qu'on a dit à propos de la taille? Si la planète est trop petite, il n'y a pas d'air dessus. Ben, 2 fois plus petit que la Terre, c'est à peine suffisant. Donc, il y a un tout petit peu d'air autour de Mars, mais il y en a presque pas. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'érosion, pas beaucoup de vent pour effacer les trous. C'est pour ça qu'on voit plein de cratères sur les photos de Mars. On ne pourrait pas respirer. Et puis, de toute façon, on a dit que même si on pouvait respirer, on ne pourrait pas parce que c'est jamais le même mélange. Effectivement, le mélange d'air, le peu d'air qu'il y a sur Mars, vous ne pouvez pas le respirer. Et puis, en plus, elle est plus loin du Soleil que nous. Donc, sur Mars, il va faire forcément beaucoup plus froid que chez nous. C'est plutôt dans les moins 80 degrés. Donc, c'est pas une planète c'est une planète qu'on ira visiter probablement un jour, mais c'est pas une planète sur laquelle on peut vivre. Nous, on est des animaux qui sont adaptés à notre environnement. Alors, c'est quoi notre environnement? C'est les conditions qu'il y a sur Terre. C'est quoi les conditions? Voilà, sur la taille de la Terre, il y a tant d'air, c'est ce mélange-là. On est fait pour respirer ce mélange. On respire de l'azote, de l'oxygène. On est fait pour supporter une différence de température que vous avez sur la Terre. Hein. Si c'est trop froid, on ne pourrait pas survivre. Si c'est trop chaud, on ne pourrait pas survivre. Donc, on est adapté à l'environnement de la Terre, puisque nous sommes des terriens. Bon, sur une autre planète, ce ne sont pas les mêmes conditions, donc on ne pourrait pas forcément résister. Bon, ceci dit, on a bien visité la Lune. Vous vous rappelez, la Lune, il fait très chaud le jour, très froid la nuit, puisqu'il n'y a pas d'air. Puis il n'y a pas d'air, vous ne pouvez pas respirer sur la Lune. C'est pas grave, portez une combinaison. Alors, vous ne pouvez pas manger un sandwich quand vous portez une combinaison, il faut se débrouiller autrement. Mais vous voyez, sur la Lune, on peut survivre, c'est-à-dire avec un équipement spécial pour nous protéger. En fait, si vous voulez, à l'intérieur de l'équipement, dans la combinaison spatiale, dans le masque que vous avez le même environnement que celui de la Terre, puisque nous sommes terriens. On reproduit ça. Donc, si un jour on veut aller sur Mars, il faudra faire la même chose, il faudra porter une combinaison spatiale. Vous ne pourrez pas aller sur Mars et puis, en t-shirt, vous baladez, vous roulez dans le sable. Parce qu'il y a du sable sur Mars. Non, il fait d'abord trop froid. Vous seriez gelé tout de suite. Il ferait moins 80 degrés. Un petit peu froid. Et puis, pas d'air à respirer. On ne pourrait pas survivre sur Mars. Impossible. Donc voilà. Pour Mars, c'est réglé pour la vie sur Mars. Oui. Tu fais très bien, je trouve, le terrien qui arrive sur Mars. Ah oui, encore, je t'imite pas le fait que vous êtes. Le voyage a duré 6 mois. Donc, quand vous arrivez sur place, c'est comme Thomas
Pesquet qui débarque après 6 mois dans la station spatiale. On est complètement. Alors déjà vous vomissez toutes vos tripes, et puis pendant 6 mois vous flottez dans l'espace. Il n'y a pas de haut, pas de bas, donc vous sentez pas votre poids. Et tout d'un coup, blah. Sauf que sur Mars, il n'y a pas un comité d'accueil pour vous réceptionner, donc il faudra se débrouiller tout seul. Vous débarquez, vous débrouillez. Mais pour les enfants, hein, c'est super d'être astronaute. Hein. Vous pouvez toujours rêver de le devenir. Hein. Oui, non, ne décourageons pas les bonnes volontés. On a besoin de plein de cobayes pour essayer plein de choses. Alors, je vous propose de continuer notre balade, en quelque sorte, dans le système solaire toujours. Et cette fois-ci, on va se balader vers la plus grosse planète du système solaire. Alors, je pense que vous la connaissez, hein, la 5e planète du système solaire. La plus grosse planète du système solaire, c'est Jupiter. Alors, Jupiter fait son tour de Soleil, son année, entre guillemets. Jupiter, ça dure 12 ans. Il faut 12 ans à Jupiter pour faire le tour du Soleil. Alors, on ne peut pas atterrir sur ces planètes parce qu'elles sont gazeuses. Alors, ça veut dire quoi, gazeuse? Alors, j'avais une maquette de la Terre. Alors, autour d'elle, comme c'est une grosse planète, autour d'elle, il y a plein de lunes. Plein de lunes font le tour de Jupiter. Il y en a 4. 4 grosses lunes autour de Jupiter, plus tout le reste. Le reste, ce sont des cailloux qui passaient par là, qui se sont fait capturer par la gravité de Jupiter, le champ d'attraction. Comme autour de la Terre, il y a un champ d'attraction, autour de Jupiter, il y a un gros champ d'attraction, parce qu'elle est plus grosse que la Terre. Mais pour la Terre, vous pouvez atterrir dessus, il y a un sol rocheux. Jupiter, il n'y a pas un sol rocheux. Vous allez plonger dedans. C'est mou, c'est du gaz. En fait, c'est mou. Et comme elle tourne très vite sur elle-même, un petit tour en moins de 10 heures, eh bien, ça fait des tourbillons, des tempêtes, des tornades. Et vous voyez, regardez la Terre. Si je vous mets la Terre à côté de Jupiter, elle rentrerait dans la grosse tempête là que vous avez vue à côté sur Jupiter. Donc, la Terre à côté, c'est tout petit. Hein. Jupiter est une planète gazeuse. On a bien dit tout à l'heure, hein, 2 modèles de planètes, les rocheuses, les gazeuses, c'est pas du tout pareil. Attention, c'est du gaz, mais c'est pas un gros nuage. Vous pouvez pas plonger dedans, passer au travers et puis ressortir de l'autre côté. Ah non, 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 ça sera pas possible. C'est du gaz, mais à l'intérieur, dedans, au centre, c'est très dur et c'est très chaud. Aussi dur et aussi chaud que l'intérieur de la Terre. Donc à l'intérieur, c'est quand même très solide. Même si on appelle ça finalement des planètes gazeuses. Donc c'est un peu trompeur. Ce qui est pas trompeur, c'est que dessus, il y a que du gaz. C'est comme si c'était une grosse atmosphère, mais très, très grosse. Et si vous essayez d'atterrir, vous êtes obligé de plonger dedans. Et très vite, eh bien, vous allez vous retrouver complètement écrasé par le poids de tout ce gaz qui entoure Jupiter. Et c'est pareil pour la planète Saturne. Vous connaissez certainement Saturne. Voilà, je vous mets Saturne. Tac, 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 et voilà. Bon, Jupiter a des anneaux, mais je ne vous les mets pas là. Il y a une grosse tempête, on la voit. Vous vous rappelez la Terre à côté? Je vous mets la Terre à côté maintenant. La Terre, c'est ça. Voilà, vous voyez la différence. Hein. Vous voyez la tempête, là, on peut effectivement loger la Terre dans cette tempête. Ça, c'est la Terre, c'est la plus grosse des planètes rocheuses. Les rocheuses, la Terre est la plus grosse des rocheuses. Ah, vous voyez, Jupiter, c'est une planète gazeuse. Alors, il y a des planètes comme Saturne qui sont de la même taille que Jupiter. Et puis, vous en avez des un peu plus petites aussi. Uranus et Neptune, qu'on va les visiter en dernier, sont un peu plus petites, vous voyez, par rapport à Saturne ou Jupiter. Donc, on peut dire que dans les gazeuses, Jupiter et Saturne sont de la même taille, et Uranus et Neptune, voilà, Uranus et Neptune, voilà, ce sont deux de la même taille. Mais vous voyez, Uranus ou Neptune, qui sont de la même taille, elles sont beaucoup plus grosses que la Terre. Vous vous rappelez, la Terre, c'est ça, hein, à côté. Grosse différence, hein. Pas la même chose. Ça, c'est rocheux, ça, c'est gazeux. Pourtant, dans les gazeuses, vous voyez, hein, il y a une différence entre Saturne et Neptune, par exemple. Les deux dernières sont plus petites que les deux premières gazeuses, Jupiter et Saturne. Donc, des planètes, il ne fera pas bon d'aller se promener parce qu'on ne peut pas atterrir dessus, bien sûr. Hein. Alors, on va continuer notre balade. Hop, je suis un peu encombré avec mes maquettes. Sauvez-vous. Voilà. Et on va se balader vers Saturne. Alors Saturne, c'est sans doute la plus la plus curieuse et sans doute la plus intéressante à regarder au télescope. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder un petit peu les étoiles la nuit, si vous avez un télescope sous la main, vous pouvez tenter Saturne. Alors avec des jumelles, ce ne sera pas suffisant pour voir les anneaux de Saturne. Mais les anneaux de Saturne, on les voit avec un petit télescope.
un petit télescope. En grossissant 40-50 fois, on aperçoit les anneaux de Saturne. Alors Saturne est plus éloigné du Soleil, donc il va faire plus froid, forcément. Elle fait le tour du Soleil en, je sais plus, en 30 ans, une trentaine d'années pour faire le tour du Soleil. Donc c'est normal, elle a plus de chemin à faire, hein, et tourne moins vite encore. Et les anneaux. Alors la planète a la forme d'une boule, comme toutes les planètes ont la forme d'une boule, hein, d'un ballon, la forme d'un ballon. Par contre, les anneaux sont aplatis comme une crêpe, comme une galette. Alors les anneaux ne se mangent pas, bien sûr, hein, c'est pour les gourmands. J'en vois certainement là-bas qui ont faim déjà. C'est bientôt l'heure du goûter. Je me suis rien prévu pour le goûter. On va peut-être manger une planète. Alors Saturne a ses anneaux qui sont faits de morceaux de glace, de roche, mais surtout de la glace. Alors les morceaux, il y en a de toutes les tailles. Alors, ils ne sont pas aussi compacts que ça, c'est plus comment dire, espacé que ça. Et par contre, ce sont des morceaux qui, les petits morceaux sont de la taille de, on va dire ça, par exemple, une dizaine de centimètres. Et puis ça dépend des endroits en fait. Puis il y a des morceaux qui sont gros comme des maisons, comme des immeubles, carrément. Donc évidemment, si vous allez vous balader là-dedans, faut faire attention parce qu'il y en a un peu plus que dans le reste de l'espace. Alors ils sont tous rassemblés ici parce qu'ils sont capturés par Saturne et chacun est un satellite de Saturne en quelque sorte, un satellite naturel de Saturne, même si ça ressemble à des cailloux, hein, des morceaux de glace, des icebergs hein, qui tournent autour de cette planète. Alors on s'est aperçu que elle n'était pas toute seule à avoir des anneaux comme ça. Ceux de Saturne sont vraiment impressionnants. Mais on a vu après qu'Uranus avait des anneaux, Neptune avait des anneaux. Bon, bref, plusieurs planètes possèdent des anneaux. Donc ça, c'est intéressant à montrer. Alors, pour rappeler, je vous ai montré une maquette de la planète Saturne. Je vous ai montré une maquette de Jupiter, mais Jupiter a des anneaux. Ils sont moins brillants, beaucoup moins brillants que ceux de Saturne. Mais je vous ai montré tout à l'heure Uranus. Uranus a des anneaux. Alors, on va aller faire un petit tour vers Uranus. Mais avant, je vous montre une photo. Je dois avoir ça sous la main. Voilà. Vous voyez, ça, c'est une photo de la planète Uranus. Et vous voyez ces anneaux. Voilà, effectivement, des anneaux. Ils sont très fins. Alors, il y en a plusieurs, hein, comme autour de Saturne. Ils sont formés pareil, du même genre d'objets, des morceaux de glace hein, qui tournent autour de la planète. On en a découvert autour de Neptune aussi. Et puis, on s'est dit, bon... Jupiter serait la seule planète gazeuse à ne pas avoir des anneaux, c'est bizarre. Donc on va les regarder de plus près. Alors, effectivement, on s'est aperçu après que Jupiter avait des anneaux aussi, finalement. Alors maintenant, on les connaît bien parce qu'on sait où ils sont, et on a maintenant des caméras qui sont faites exprès pour bien les photographier, mais c'est vrai qu'au départ, on n'avait pas remarqué que Jupiter avait des anneaux. Ceux de Saturne, par contre, waouh, quand je vous disais Saturne, c'est waouh, pourquoi? Parce qu'avec un petit télescope, quand vous la regardez dans le ciel, c'est le seul objet qui ressemble pas à un rond. Les étoiles, c'est des points. Dans les étoiles, ça ressemble à des petits points qui brillent dans le ciel. Mais quand vous utilisez un grand télescope, une étoile, c'est toujours un petit point qui brille, même dans le télescope. Par contre, si vous regardez une planète dans un télescope, elle a la forme d'un petit rond, un tout petit rond. Eh bien, Saturne n'a pas la forme d'un petit rond. La forme de Saturne, c'est un ovale. Et on devine les anneaux, très très bien, on devine les anneaux de Saturne. Alors, si vous avez un télescope qui est assez grand, vous allez pouvoir grossir un peu mieux et voir que ce sont vraiment des anneaux qui tournent autour de la planète. C'est vraiment, vraiment impressionnant de voir ça dans son jardin, dans un petit télescope. Hein. Quand on voit ça pour la première fois, waouh, c'est ça, waouh, c'est impressionnant. On voyait ça que sur les vidéos, que sur les belles photos prises dans des observatoires. On s'attend pas à pouvoir voir ça dans son jardin. Bon, c'est pas des images fantastiques, mais de voir un truc qui deviner les anneaux de Saturne, c'est quand même impressionnant. Alors, on continue notre balade en direction d'Uranus, dont je vous ai montré une photo. Vous vous rappelez, c'est l'avant-dernière. Alors, pour y aller, c'est long, hein, presque 10 ans de voyage. C'est long, 10 ans de voyage. Hein. On ne fait pas ça tous les jours. D'ailleurs, on ne fait ça qu'une fois. Une fois, on a envoyé un robot en direction d'Uranus et de Neptune. 10 ans de voyage. Hein. Elle fait le tour du Soleil en 84 ans. C'est normal, elle a beaucoup de chemin à faire. Elle tourne pas vite en plus. Et elle a des anneaux, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, je pense. Voilà. Elle a une jolie couleur bleue, mais c'est pas parce qu'il y a de l'oxygène à respirer, hein, ou de l'eau, un océan pour aller se baigner. D'abord, vous êtes tellement loin du Soleil qu'il fait moins 200 degrés. Alors, à 200 degrés, ce serait de la glace. Hein. Si c'était de l'eau, ça serait que de la glace.
Et puis, il y a de l'hydrogène, hein, vous vous rappelez, l'hydrogène, quand on a parlé de la composition du Soleil, il y a de l'hydrogène sur toutes ces planètes, mais il y a beaucoup de méthane, hein, sur Uranus et Neptune. Vous voyez la tache blanche, là, au milieu de l'image, de la photo, ce sont des nuages, une bande nuageuse, là, qui s'étale sur une partie de la surface d'Uranus. Alors, toutes ces images, eh bien, ont été prises pratiquement par la sonde Voyager, qui est passée là en 1986. On est en 2021. Nous sommes en 2021. La sonde Voyager a été lancée avec une fusée en direction de Jupiter, d'abord. Le but du jeu, c'était de se faire avec un robot, une sonde spatiale, une fusée, une pierre, 4 coups. Grâce à Voyager, on a pu survoler Jupiter. Ensuite, elle a continué vers Saturne, ensuite vers Uranus et Neptune. On a appelé ça le Grand Tour. Et il n'y a que 2 sondes Voyager qui ont fait ça, Voyager 1 et 2. C'était au milieu des années 80. Pourquoi? Parce que dans les années 80, c'est le seul moment où on avait un alignement des dernières planètes. Donc, c'était plus ou moins dans la même direction. Donc, c'était plus facile de profiter de ce moment pour lancer rapidement un robot en direction de ces planètes. Donc, le Voyager ont été lancés en 1977. Ensuite, on n'en entend plus parler avant qu'elles atteignent pratiquement Uranus, Neptune. Uranus est survolé, mais Uranus est survolé par Voyager en 1986, vous voyez, pratiquement 10 ans après son décollage, après avoir quitté la Terre. Et puis, elle continue son chemin en direction de Neptune. Elle survole Neptune en 1989. Elle est partie en 77. Et après Neptune, elle fait quoi? Elle continue son chemin. Parce qu'en fait, soit vous envoyez quelque chose vers une planète et vous vous arrangez pour arriver pas trop vite autour, pour faire le tour et rester autour, pour l'étudier par exemple, soit vous voulez aller plus loin, c'était le cas des sondes Voyager, et elles font juste un survol, et puis elles continuent en direction de la planète suivante, s'il y a une planète derrière, dans la bonne direction, voilà. C'est l'idée d'avoir des planètes plus ou moins alignées, c'est-à-dire quand vous envoyez la fusée, eh bien, elle va se diriger vers une planète, si en plus l'autre est derrière, elle ira dans la même direction à peu près, plus loin, et ainsi de suite, on peut visiter plusieurs planètes. Aujourd'hui, on ne pourrait pas recommencer. Il faudrait maintenant refaire une sonde pour aller visiter que Uranus, une autre pour aller visiter que Neptune qui se trouve là-bas, vous voyez. Et on en a envoyé une pour Pluton. Pour envoyer une sonde vers Pluton, on a fait une sonde qui a visité que Pluton. Elle ne pouvait pas visiter Uranus et Jupiter ou Uranus et Neptune avant. C'est pas dans la même direction. Il y en a une qui est par là-bas, l'autre elle était par là-bas, pas la même direction. Une fusée peut pas s'en aller par là-bas, aller jusqu'à Uranus, faire le tour, repartir dans l'autre sens, retraverser tout le système solaire pour aller filer là-bas. Rappelez-vous qu'en ligne droite presque, elles ont mis 10 ans pour aller jusqu'à la dernière planète. 10 ans de trajet. 10 ans. Elles reviennent pas, hein. Bon, il n'y a personne dedans non plus, hein. Mais ils nous envoient des photos. Et on est en 2021, donc ça va faire 40, je sais plus combien, elles sont parties en 77, donc ça va faire bientôt 45 ans qu'elles sont parties. Eh bien, on a quand même un signal, on sait où elles sont à 20 milliards de kilomètres de la Terre. 20 milliards, ça fait 40 ans de voyage, hein, 20 milliards. Alors, elles ont quitté le système solaire il y a bien longtemps, puisqu'elles sont au-delà de Neptune, au-delà de Pluton, bien au-delà. Hein, Neptune, c'est à peu près à 5 milliards de kilomètres. Elles sont toutes les deux à 20 milliards de kilomètres, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus loin, vous voyez. Mais ça sert à rien. Pourquoi? Parce que plus loin, il n'y a plus rien du tout. C'est du vide, c'est de l'espace avant d'atteindre la prochaine étoile. Parce que le seul objectif, quand vous sortez du système solaire, vous sortez en fait de l'environnement d'une étoile. En fait, tout ce qu'on a visité là fait le tour du Soleil, c'est-à-dire ça appartient à cette étoile. Pour aller voir autre chose, faut aller vers une autre étoile, la plus proche possible de préférence. Eh bien, la sonde qu'on a envoyée, qui a rendu le plus loin, au bout de 40 ans, elle est à 20 milliards de kilomètres. Et si elle allait vers l'étoile la plus proche, le voyage devrait durer encore à peu près 100 000 ans. 100 000 ans. C'est du rêve, du délire. 100 000 ans, le matériel ne fonctionnera pas. Enfin, d'ici là, on aura peut-être construit des robots plus rapides pour la doubler, pour aller dans la même direction. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. On ne peut pas sortir du système solaire. On ne peut pas envoyer d'engins, de robots, de machines, de fusées, de sondes spatiales, et encore moins des astronautes, bien sûr, en dehors du système solaire. Et rien que pour aller vers les dernières planètes du système solaire, ça prend un temps fou. Il faut pratiquement 10 ans pour atteindre les dernières planètes du système solaire. Que ce soit il y a 40 ans
ou que ce soit avec les fusées d'aujourd'hui. Elles fonctionnent à peu près de la même façon. Donc, il faudrait toujours environ 40 ans, enfin une vingtaine d'années pour atteindre les dernières planètes, puis après des centaines de milliers d'années, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années avant d'atteindre une autre étoile. C'est-à-dire aller visiter d'autres planètes qui appartiendraient à d'autres étoiles. On appelle ça les exoplanètes. Alors, peut-être qu'il y a de la vie sur les exoplanètes, mais bon, voilà, tout ce qu'on peut espérer, c'est de les regarder de loin. On ne peut pas envoyer un robot sur place. Et encore moins, bien sûr, des astronautes. Pour les astronautes, c'est réglé. Le seul endroit où on est allé, vous vous rappelez, c'est la Lune. La Lune qui est notre satellite naturel. Bon, on a fait un grand tour, Esteban. J'ai dû laisser de côté les sondages, les questions. Je pense que, alors j'en ai mis au fur et à mesure des sondages. Je pense que tu peux peut-être reprendre Oui. quelques-uns dans ta liste pour essayer de donner les bonnes réponses, même si de ce que j'ai pu voir dans la majorité des cas, c'est la bonne réponse. Alors, la planète, on était resté à la Terre, la planète bleue, bien sûr. Mars est plus petite que la Terre, vous avez bien compris, hein, Mars est vraiment petite. Et rappelez-vous, en fonction de la taille, ça détermine plein de choses. Il n'y a pas d'air ou il y a de l'air, hein, ça dépend. Et qu'est-ce qu'on avait après? Jupiter. Jupiter, là, vous n'avez pas répondu du tout. Si, la plus grande, excusez-moi, tout le monde a bien répondu. La plus grosse planète du système solaire est de loin. Bien que Saturne et Jupiter, vous vous rappelez, c'est pratiquement la même chose. Hein. Si on voulait chipoter un peu, vous voyez, c'est à peu près la même dimension, Jupiter et Saturne. Alors, et Uranus possède des anneaux, c'est vrai. Uranus a vraiment des anneaux. Ici, je vous les montre sur cette petite maquette, mais il y a vraiment des anneaux sur la planète Uranus. Il y en a autour de Neptune aussi. Neptune, je vais vous montrer Neptune tout à l'heure. Là, je vais rajouter les anneaux de Neptune. Alors, les anneaux de Neptune sont très, très fins. Très, très fins. Et toutes les planètes font le tour du Soleil comme ça. Uranus, elle, ses anneaux sont dans ce sens-là. C'est assez curieux. Comme si elle roulait comme une grosse roue. Ça, c'est assez drôle, Uranus. Mais rappelez-vous, hein, Uranus et Neptune, les deux dernières, ont été photographiées par Voyager 2. Voyager 2 qui est passé devant en 1986, 1989. On est en 2021. On n'a jamais recommencé. Les seules photos nouvelles d'Uranus ou de Neptune, c'est prise depuis la Terre avec de gros télescopes. Mais c'est moins bon que de passer à côté, puis avec une caméra de photographier tout ça. Parce que vous passez à côté. Parce qu'un robot, une machine, un appareil photo passe à côté. Alors, est-ce que... Il y a Cérine qui a 9 ans qui nous demande, alors c'est un petit peu une question particulière, c'est pourquoi est-ce qu'on vit sur la Terre et pas sur une autre planète? Ah bien, c'est facile de répondre à ça. Par exemple, moi, je vis à Nantes. Et je pense que peut-être tu vis à Nantes, mais pas sûr. Mais par exemple, Esteban, là, Esteban, il ne vit pas à Nantes. Donc, en fait, pourquoi moi je vis à Nantes et pas lui? Parce qu'on n'habite pas au même endroit. C'est normal, on habite tous à des endroits différents. Eh bien, tous les terriens, en tout cas, tous les habitants de la Terre habitent sur la Terre, ça c'est sûr. Pourquoi on n'habite pas sur une autre planète? Parce qu'on est des terriens. Si on habitait sur Mars, on serait des martiens. Et si on était des martiens, on ne serait pas comme nous, ici, on pourrait respirer le peu d'air. Bon, on serait habitué à ne pas respirer d'air. On serait habitué à la température de Mars, c'est-à-dire à moins 80 degrés. Et si on était des martiens et qu'on regarderait la Terre en se disant, est-ce qu'il y a de la vie sur la Terre? On se dirait, sans doute que non. De toute façon, on ne pourrait pas vivre sur la Terre puisqu'il fait trop chaud pour nous. Nous qui sommes des martiens et qui vivons à moins 80 degrés, sur la Terre, il fait 20 degrés, 15 degrés, 20 degrés, c'est trop chaud, on serait complètement brûlé. Et puis, il y a de l'oxygène sur la Terre, ça serait très mauvais pour ce qu'on respire sur Mars. Voilà, si on était martien, on ne serait pas terrien. Donc voilà, on est tous habitants d'une planète. Et pour l'instant, de la vie, on n'en trouve que sur la Terre. Alors, vous avez bien vu, sur chaque planète, on a compris pourquoi il n'y avait pas de vie. Enfin, les différences par rapport à la Terre, on n'a pas visité le reste de l'univers. Hein. Peut-être qu'il y a plein de formes de vie partout, et même dans le système solaire. Il y a plein d'endroits dans le système solaire qu'on n'a pas visité, où il pourrait y avoir de la vie. Alors, on n'a pas dit des habitants qui font la même chose que nous. On appelle ça de la vie. Un microbe, c'est de la vie. Hein. Un virus, c'est de la vie aussi, pratiquement.
Ah, c'est les questions existentielles, effectivement, c'est jamais très facile. Ah, c'est ce que je dis, j'ai eu beaucoup de questions. Pourquoi, c'est souvent les jeunes, c'est tout à fait normal, hein. Pourquoi est-ce que il y a des anneaux autour de Saturne? Pourquoi est-ce qu'on peut vivre sur Terre? Pourquoi? En fait, c'est pas tout à fait la bonne question qu'il faut se poser. En science, c'est ce qu'on essaye d'expliquer, nous, aux plus jeunes. En science, on va pas expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce que il y a telle ou telle chose. En science, on va expliquer comment ça s'est produit, comment ça s'est fabriqué, comment ça s'est formé, mais jamais vraiment pourquoi. Parce que pourquoi est-ce que on a de la vie sur la Terre, par exemple, on peut pas y répondre. Comment la vie, elle est apparue? Ça, on aimerait bien réussir à répondre à cette question-là. Mais pourquoi elle est là, la vie? Là, c'est autre chose. Vous voyez, ça, c'est plus du domaine de la science, finalement. Alors, je vois d'autres questions auxquelles tu as répondu, mais ça pourrait être intéressant que tout le monde en profite. Je vois par exemple Bénédicte qui a posé la question de savoir quelle est la taille de Jupiter par rapport au Soleil. Rappelez-vous, le Soleil, c'est une étoile, c'est pas la même catégorie. Sur le poster que vous avez derrière moi, vous apercevez ici, sur ce côté-là, un petit morceau du Soleil tellement c'est grand, il ne pourrait pas loger sur la photo, ici. Et on a essayé de mettre les planètes ici. Mercure, alors elles sont plus loin évidemment, hein, on les a mis à côté du Soleil pour faire la différence. Vénus, la Terre c'est celle-là. Et Jupiter, ben, vous voyez Jupiter. Jupiter c'est celle-ci, vous voyez par rapport au Soleil. Jupiter à côté du Soleil, ça reste quand même très, 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 très petit. Parce que bah, le Soleil, c'est une étoile, et une étoile, c'est vraiment gigantesque. Hein. Difficile de faire une comparaison entre une étoile et le Soleil. Je vais vous amener, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait amuser avec les maquettes. Ça, c'était la planète Saturne. On a vu que Jupiter était un petit peu plus grande. La Terre à côté, vous vous rappelez? À côté de ça, la Terre, c'est pas plus grand que ça. Maintenant, on va garder la Terre. Et si je vous mets la planète Pluton, vous vous rappelez la 9e planète du système solaire? Vous voyez le petit point noir? Je ne sais pas si vous voyez bien le petit point noir. Je retourne vers la caméra. Voilà. Et la Terre à côté. Donc, vous voyez la différence aussi. Les planètes naines sont vraiment petites. Hein. Il y a vraiment des petites planètes. Les planètes naines, vous pouvez les comparer à la Lune. La Lune, c'est un petit peu comme une planète naine. Sauf que la Lune fait le tour de la Terre, elle ne fait pas le tour du Soleil. Mais c'est un peu pareil. Alors, est-ce qu'il nous reste d'autres questions? Alors, j'essaie de répondre un maximum aux différentes questions. Donc là, a priori, on a fait le tour. On a fait un grand voyage grâce à toi, puisqu'on a pu parler donc des 8 planètes. Alors officiellement aujourd'hui, hein, tu as parlé des planètes naines. Hein, c'est vrai que c'est un mot qui est un petit peu compliqué, surtout pour les enfants, surtout quand on doit leur dire qu'une planète naine, c'est pas tout à fait une planète. Pourtant, il y a le même mot dedans. Hein, ça, c'est pas pratique. Donc, tu nous as expliqué un petit peu la différence, donc tout va bien. Il y a eu une question au début à laquelle j'ai répondu, mais je pense que comme Louise tout à l'heure, ça peut être intéressant pour tout le monde. Il y a Clément qui a 8 ans et qui nous demandait si on était sûr de connaître toutes les planètes du système solaire. Ah, toutes les planètes du système solaire. Alors en fait, vous vous rappelez la première image que je vous ai montrée sur les planètes? J'essaie de vous retrouver ça, voilà. Non, il faut que je la partage, ça sera mieux. Je partage l'écran. Voilà. Alors, bon, ici, on a une vue globale du système solaire. On triche un petit peu, évidemment, sur les tailles. Je vous ai dit qu'on trichait un petit peu sur les dimensions, hein, c'est plus étalé que ça. Alors, jusqu'où on peut voir? On peut voir des étoiles qui sont bien plus loin, hein, bien sûr, qui n'appartiennent pas au système solaire. Mais dans le système solaire, par exemple, il y a des astéroïdes qui se baladent, vous vous rappelez, les cailloux. Eh bien, les cailloux, s'ils passent pas trop loin, on peut les voir. Mais s'il y en a un qui fonce vers la Terre, s'il est trop petit, on ne le voit pas. Il nous serait tombé dessus avant même qu'on s'en aperçoive. Donc, il y a des choses qui ne sont pas très loin, qu'on n'est même pas capable de voir parce qu'elles ne sont pas brillantes ou elles sont trop petites. Puis, il y a des choses qui sont beaucoup plus grosses, mais qu'on arrive à voir de loin. Par exemple, la dernière planète, Neptune, on arrive à la voir de loin. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir une autre planète dans le système solaire? Alors, dans la zone qu'on connaît bien, autour de nous, non. Ou alors, il faudrait vraiment qu'elle soit une miniature. Mais si c'était une miniature, on appellerait ça un astéroïde. On n'appellerait plus ça une planète. Si c'était de la taille d'une petite planète naine, elle pourrait être là, mais elle serait après Uranus ou Neptune. Parce qu'après Uranus et Neptune, plus on s'éloigne, moins on voit facilement. Mais une grosse planète comme celle qu'on connaît, c'est non. Parce qu'elle aurait perturbé la trajectoire de celle qu'on voit déjà.
et on pourrait deviner que, même sans la voir, on pourrait deviner la présence d'une autre planète. Ou alors il faudrait qu'elle soit tellement loin que ce serait pratiquement impossible qu'elle soit encore attirée par le Soleil. Elle aurait été perturbée par autre chose qui aurait pu la dégager du système solaire. Nous, on voit un système solaire qui s'est fabriqué, j'en ai pas parlé de l'âge, c'est 4 milliards et demi d'années. S'il y a des trucs qui sont pas stables, c'est-à-dire qui vont trop vite ou pas assez vite, ils dégagent. Si ça va pas assez vite, ça tombe sur le Soleil, et ça serait tombé sur le Soleil depuis très longtemps. Donc, mélangé au Soleil, ça a disparu. Si ça va trop vite, ça quitte le système solaire depuis bien longtemps, et ça a disparu aussi. Donc, en fait, ce qui reste, c'est les choses très, très stables. Donc, s'il y avait une grosse planète comme ça qui se baladait, il y a longtemps qu'on l'aurait repérée. Parce que soit elle serait déjà tombée sur le Soleil, elle n'existerait plus, soit elle aurait dégagé du système solaire. Donc, à cette question-là, on pense qu'il n'y a pas d'autres vraiment grosses planètes dans le système solaire. Ou peut-être des mini-planètes qui sont très, très loin après Neptune. Mais ce seraient des petites planètes. Il y a d'ailleurs sur les 5 planètes naines, vous en avez une quinzaine qu'on pourrait rajouter aussi, qui sont à peu près de la même taille. On n'a pas rajouté, elles sont sur une liste d'attente. On les connaît, on sait où elles sont, mais on les garde comme étant dans la famille des astéroïdes. Un jour, on décidera peut-être de les mettre dans la famille des planètes naines. C'est des catégories, quoi. Alors, une dernière question de Tom qui a 6 ans et qui demande pourquoi les planètes, elles n'ont pas toutes la même taille, tout simplement. Eh bien, elles se fabriquent d'une façon tout à fait naturelle. Donc, tout ce qui est naturel, c'est pas forcément fabriqué comme dans une usine. Quand vous fabriquez des voitures, vous avez un plan pour les fabriquer. Donc, elles vont avoir toutes la même taille. Ou après, vous faites différents modèles de voitures, qui n'ont pas la même grosseur. Mais quand les choses se fabriquent d'une façon naturelle, il peut y avoir des grosses choses et des petites choses. Donc, il peut y avoir des petites planètes comme ici Pluton, planète naine, des planètes un peu plus grosses comme la Terre, ou d'autres planètes plus grosses comme Uranus ou Neptune, voire Jupiter ou Saturne. Et la taille au-dessus, on appelle ça des étoiles, comme le Soleil par exemple. Voilà, ce sont des objets naturels, ils n'ont aucune raison d'être identiques. Ils se font fabriquer petit à petit, à des endroits différents d'ailleurs autour du Soleil, vous avez vu là sur mon poster. Et donc voilà, ils ne sont pas tous à la même taille, c'est naturel, c'est normal. C'est partie des choses qui se fabriquent naturellement. Bon, je crois qu'on a fait le tour de toutes nos différentes questions. Merci à toi, Daniel, pour cette charmante petite balade avec les planètes du système solaire. Alors donc du coup nous arrivons à la fin de notre petite séance. En tout cas merci beaucoup parce qu'on le répète jamais assez, mais c'est grâce à vous que nous pouvons faire justement ce genre de séance, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre. Et comme le planétarium étant fermé en ce moment, comme tous les établissements culturels bien sûr, eh bien ça nous permet donc de partager notre métier, mais aussi notre passion avant tout. Donc merci à toutes et à tous de nous suivre. Et puis on se donnera rendez-vous bientôt pour justement de nouvelles séances, de nouvelles thématiques. Donc n'hésitez surtout pas à nous suivre, que ce soit sur le site internet du Planétarium. Commencez à connaître l'adresse, j'imagine, planétarium.nantemétropole.fr. Vous aurez toute la programmation à venir, bien évidemment. Et puis nos réseaux sociaux, vous nous retrouverez facilement pour pouvoir également nous suivre éventuellement. Donc merci à tout le monde, on vous souhaite un excellent week-end, de bonnes fins de vacances et merci encore à toi Daniel. À bientôt. Merci, au revoir.